Bill Meade était un YouTuber qui a téléchargé sa première vidéo sur la plateforme le 30 juin 2014. Cela a été suivi par une série de téléchargements incessants, partageant une similitude perturbante, un style de filmage statique à petit budget accompagné de thèmes religieux lourds. Now here's the difference. For all that's in the world, three things are named. The lust of the flesh. Ever know about that? So many people do. The lust of the eyes. Au fur et à mesure que les vidéos se succédaient, quelque chose d'étrange devint apparent. En seulement 4 mois, Meade semblait visiblement plus faible. Malgré les titres de vidéos étranges, la plupart de son contenu était centré sur son parcours spirituel et sa dévotion envers Dieu et Jésus. Puis, dans une vidéo, Meade révéla sa santé déclinante, un cancer qui avait commencé par un mal de dents et qui pourrait, espérait-il, être traité par chirurgie. As you've seen some of my videos, and I do hope more of you will, you've noticed a man, not so young, but with a swollen jaw on the right side. Ces téléchargements ont continué à mesure que son état se détériorait visiblement, menant à sa dernière vidéo le 21 octobre 2014, intitulée de manière inquiétante « Chirurgie de 10 heures demain ». La description de la vidéo était une demande de prière pour lui-même et son équipe médicale. La vidéo elle-même n'a pas de son, et il n'est pas possible de savoir exactement ce qu'il y dit. Après cela, la chaîne est restée silencieuse, sans nouveaux téléchargements ni mises à jour. Il est largement cru que Bill Meade, malheureusement, n'a pas survécu à la chirurgie, laissant derrière lui un héritage capturé dans une série de vidéos YouTube. Dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Corée du Nord concernant les armes nucléaires, un employé de l'agence de gestion des urgences d'Hawaï a accidentellement déclenché une alerte d'urgence qui a provoqué une panique généralisée dans l'État. Le 13 janvier 2018, l'agence de gestion des urgences d'Hawaï a émis une alerte d'urgence incitant les gens à se réfugier immédiatement. Le message, indiquant une menace de missiles balistiques entrant sur Hawaï, demandait aux habitants de chercher un abri immédiat. Ce n'est pas un exercice était suffisant pour faire arrêter les gens et les faire fuir pour sauver leur vie. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le gouvernement d'Hawaï n'a pas publié de déclaration de suivi confirmant ou infirmant l'alerte pendant les 38 minutes suivantes. Les habitants d'Hawaï étaient compréhensiblement désespérés et sans espoir. Naturellement, cela a créé une agitation incontrôlable parmi les résidents et les touristes. Les gens se sont précipités pour se mettre à l'abri, certains en tongs, tandis que d'autres appelaient leurs proches dans le désespoir. Les résidents ont décrit la situation comme sans espoir, passant ces minutes agonisantes à craindre le pire et à espérer une intervention militaire. Après 40 minutes d'enfer littéral, une deuxième alerte du gouvernement a finalement déclaré que l'alerte initiale était une fausse alerte, précisant « Fausse alerte, il n'y a aucune menace de missile ni danger pour l'État d'Hawaï. » Répétez, il n'y a aucune menace de missile ni danger pour l'État d'Hawaï. Fausse alerte. À la suite de l'incident, une enquête militaire conjointe a été menée. Il a été révélé que l'incident était dû à une mauvaise communication pendant un exercice de routine. L'employé responsable de l'envoi de l'alerte avait mal compris les instructions, pensant que le scénario était réel. Il n'avait apparemment pas entendu la partie de l'exercice identifiant explicitement qu'il s'agissait d'un exercice. L'individu a été par la suite licencié de son poste. Heureusement, personne n'a été blessé physiquement lors de l'agitation. Bien que cette fausse alerte ait indéniablement révélé des vulnérabilités dans le système d'alerte d'urgence de l'État. Timothy Birmingham est un critique culinaire sur YouTube, connu pour ses vidéos simples et authentiques. En général, Timothy donne l'impression d'être un homme attachant qui profite de la vie et se filme en train de manger. Hey everybody, how you doing? It's Cooking with Timothy. Tonight gonna be having air-fried pork chops. Cependant, en janvier 2017, les choses ont pris une tournure plus sombre lorsqu'il a téléchargé ce qui semblait être un vlog habituel. La vidéo a commencé avec Timothy filmant sa femme Penny, apparemment en train de dormir profondément dans son lit. Il est ensuite sorti de la pièce, faisant remarquer combien il était inhabituel qu'elle dorme aussi tard. En tournant la caméra vers l'horloge, il a montré qu'il était déjà midi et a commenté que Penny serait généralement réveillée à cette heure-là, soit sur son ordinateur,
soit occupé à autre chose. Ce qu'il ne réalisait malheureusement pas, c'est que sa femme était décédée la nuit précédente et qu'il était essentiellement seul dans la maison. Tout au long du reste de la vidéo, il a poursuivi sa journée, semblant complètement inconscient de la réalité déchirante. Bien que la vidéo originale soit désormais compréhensiblement privée, il mentionne parfois sa défunte femme et a même téléchargé un hommage à elle sur sa chaîne. Hi guys, I'm Jackie. Jacqueline Hyde, une esthéticienne de Paradise Valley, a poussé son comportement obsessionnel un peu trop loin lorsqu'elle a été arrêtée chez l'homme qu'elle traquait, en train de prendre un bain. Selon les rapports, Hyde avait rencontré l'homme, dont l'identité est gardée secrète pour des raisons de confidentialité, sur une application de rencontre de luxe appelée Luxy, qui permettait aux personnes riches de se rencontrer et de sortir ensemble. Les deux ont échangé quelques messages, puis sont finalement sortis ensemble. Apparemment, le rendez-vous n'a pas été aussi réussi que ce qu'Hyde pensait, et l'homme lui a demandé de ne plus le contacter. Pour une raison quelconque, elle a interprété cela comme un signe pour lui envoyer plus de 65 000 messages au cours des mois suivants. Elle le suivait constamment, le dérangeait et allait même jusqu'à le menacer dans les mêmes messages qu'elle considérait comme une déclaration de son amour. Elle lui aurait dit qu'elle allait se baigner dans son sang et porter ses fascias, crânes et os. Ces menaces sont devenues de plus en plus violentes. Elle est allée jusqu'à dire qu'elle ferait des sushis avec ses reins et des baguettes avec ses os. Finalement, lorsque Hyde a été arrêté par la police et interrogé, il était clair qu'il y avait quelque chose de profondément anormal chez elle. Son interview était remplie de contradictions et de déclarations imprévisibles. So the rest of the equation is L equals 3.3. L equals 3.3 times E equals MC squared, and that's the equation of eternal love. Elle a dit à la police qu'elle n'avait aucune intention de faire du mal à l'homme qu'elle aimait, mais a aussi déclaré qu'elle le ferait s'il la quittait. Elle était sous l'impression qu'ils étaient dans une relation pleinement engagée, allant même jusqu'à se qualifier de sa femme. Ces interviews ont clairement montré des problèmes de santé mentale profonds chez Hyde. En conséquence, lorsqu'elle a été évaluée par des professionnels de la santé mentale, ils ont confirmé qu'elle était incompétente et finalement, les charges contre elle ont été abandonnées. Ce qu'Hyde pensait être son magique bonheur éternel s'est finalement révélé bien moins magique qu'elle ne l'avait imaginé. Rock'n'Lord est un YouTuber allemand, qui était surtout inconnu en dehors de l'Allemagne, avant que son comportement controversé en ligne ne fasse de lui la cible de trolls excessivement abusifs. L'histoire de Dragonlord pourrait être qualifiée de mélange de tragédie et de décision maladroite de sa part. Le principal sujet de sa chaîne, du moins lorsqu'il venait de commencer, était la musique métal, et il est devenu célèbre du jour au lendemain grâce à ses headbangs intenses. Malheureusement, toute célébrité n'est pas bonne, et dans son cas, la plupart l'étaient vraiment mauvaises. Dragonlord était connu pour être franc et avoir des opinions sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas vraiment. Et c'est exactement ce qui l'a mis en conflit avec les trolls. Il n'était généralement pas apprécié du public et malheureusement, cette aversion a été poussée à un niveau sans précédent, allant jusqu'à doxer et harceler Dragonlord. Les décisions qu'il a prises par la suite n'étaient pas beaucoup plus intelligentes. Dragonlord menaçait activement, insultait et défiait les trolls de venir le chercher chez lui, allant même jusqu'à partager son adresse. Toute la propriété est devenue une cible pour les trolls. Ils ont surnommé sa maison le Dragon Bunker et ont transformé le fait de la vandaliser en un jeu. Ils y ont jeté des œufs, des déchets et ont même brisé ses fenêtres avec des briques, appelant cela les Dragon Games. Les choses ont continué à dégénérer pour Dragonlord, et il était clairement en train de perdre une part de lui-même à cause de cette célébrité très indésirable et maudite. Sa santé mentale s'est détériorée à un point tel qu'il a commencé à porter des bâtons et à attaquer au hasard des personnes sans lien avec lui. Il sombrait de plus en plus, et son contenu en témoignait. Au cours de sa carrière controversée, Dragonlord a été arrêté à plusieurs reprises, ce qui a conduit à une peine de prison de 2 ans.
Il a perdu des opportunités gouvernementales et personnelles, atteignant finalement un point de non-retour. Finalement, il a également été banni des plateformes de streaming, a dû vendre sa maison et déménager. Il mène désormais une vie plus tranquille, mais rencontre parfois des problèmes avec ses détracteurs. Bien que Dragonlord lui-même ne soit pas un personnage entièrement sympathique, le harcèlement qu'il a enduré ne peut être justifié. Pendant les mois les plus intenses de la pandémie de Covid, une vidéo TikTok est devenue virale pour de mauvaises raisons. Elle a été mise en ligne par une femme nommée Anna Vivorette, qui ne se doutait pas que sa journée ordinaire prendrait une tournure aussi terrifiante. La chaîne TikTok de Anna était son exutoire créatif, mettant souvent en avant des vidéos d'elle dansant comme moyen d'expression. Le 22 novembre 2020, elle filmait l'une de ses routines lorsqu'elle a jeté un coup d'œil vers la porte de son balcon et s'est figée. Un homme vêtu d'un t-shirt rouge se tenait devant la porte de son balcon, essayant d'entrer dans son appartement. Comme toute personne sensée, Anna a paniqué et exigé de savoir qui il était. L'homme a marmonné quelque chose en espagnol avant de poser une question glaçante. « Suis-je ton ami ?» Les choses ont rapidement dégénéré lorsqu'il a ouvert la porte et commencé à entrer dans l'appartement. Anna, réagissant vite, a attrapé sa caméra, lui a ordonné de partir et s'est précipitée chez un voisin pour appeler le 911. L'intrus a été identifié comme Ángel Moises Rodríguez Gómez, un résident de l'immeuble en face du sien, au sein du même complexe d'appartements. Après l'incident, Anna a raconté qu'elle et une autre femme du complexe avaient déjà eu des interactions troublantes avec lui. Elle s'est également souvenue d'un autre événement survenu quelques mois plus tôt. En pleine nuit, elle avait trouvé un carnet de maintenance posé près de son canapé, juste à côté de sa porte d'entrée. Troublée, elle l'avait immédiatement apporté au personnel de l'immeuble, mais la seule mesure prise avait été de changer ses serrures pour la rassurer. Avec le recul, il était évident que Rodríguez Gómez avait probablement déjà pénétré chez elle auparavant, laissant derrière lui une preuve subtile mais terrifiante de son intrusion. Rodríguez Gómez a finalement été arrêté pour harcèlement, cambriolage et dégradation de propriété. Malgré cela, Anna a choisi de déménager dans un nouvel appartement, une décision que personne ne pouvait lui reprocher. L'une des choses les plus déchirantes à avoir circulé sur Internet est l'enregistrement d'un appel au 911 qui se termine en tragédie. L'appel provient de Chris Lastarella, qui, avec sa famille, venait de terminer une semaine de vacances. La berline Lexus 2009 qu'il conduisait a perdu le contrôle sur l'autoroute, entraînant la mort tragique de tous les occupants du véhicule. Le conducteur était Mark Sayer, un officier de la California Highway Patrol, CHP, qui connaissait ses routes comme sa poche. Il conduisait sa famille à un match de football un vendredi soir lorsque la pédale d'accélérateur de la voiture s'est coincée. À bord se trouvaient sa femme, sa fille et son beau-frère, Chris Lastarella, qui a passé ce fameux appel au 911. Des témoins ont rapporté que la voiture roulait à une vitesse incontrôlable sur l'autoroute, atteignant plus de 160 km/h. Dans cet appel 911 bouleversant, Lastarella explique la situation à l'opérateur, détaillant l'accélérateur coincé et les freins défectueux. Dans ces derniers instants, il dit à sa famille de prier, quelques secondes avant que l'impact ne puisse être entendu. La voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s'arrêter dans un lit de rivière asséché, sur le côté de la route, où elle a immédiatement pris feu, probablement à cause des freins chauffés à blanc. Les amis et proches de la famille ont ensuite commenté qu'il semblait impensable que Mark Sayer, un officier expérimenté de la CHP, ait été incapable d'arrêter la voiture. Ce détail a suscité l'indignation, exerçant une pression sur Toyota, qui a fini par lancer l'un des plus grands rappels de son histoire. La cause de l'accident a été attribuée à des tapis de sol toute saison, qui ont été remplacés dans près de 10 millions de véhicules. Quelle que soit la cause profonde de l'accident, cela ne change pas le fait dévastateur qu'une famille entière a perdu la vie à cause de négligence. Urbexil est un explorateur urbain connu pour se rendre seul dans des lieux parmi les plus effrayants et apparemment dangereux. Bien qu'il fasse parfois face à des situations perturbantes,
son voyage à l'école Robert Fulton reste l'une des rencontres les plus horribles et franchement dangereuses de sa chaîne. Ce type d'exploration est très apprécié des amateurs d'urbex en raison de l'atmosphère intense et des risques auxquels ces explorateurs sont confrontés. L'école primaire abandonnée Robert Fulton à Cleveland, Ohio, est connue pour être un lieu de prédilection pour de nombreuses activités criminelles. Le bâtiment de l'école est assez vaste, et il n'est donc pas surprenant qu'il soit rempli de squatteurs et de personnes sans abri. Ce à quoi Urbex Hill ne s'attendait pas, c'était une expérience aussi immersive avec l'un d'entre eux. Dans la vidéo, on le voit explorer le bâtiment de manière décontractée, parfois en dirigeant la caméra vers des écrits inquiétants sur les murs. Des avertissements du genre « ne pas explorer seul » étaient visibles. Cependant, à la fin de la vidéo, Urbex Hill entend un bruit étrange venant de loin, un genre de bruit de déplacement qui le surprend. Cela ajoute une touche de suspense et de danger à son exploration, typique des vidéos d'Urbex où l'inconnu et le risque jouent un rôle important dans l'atmosphère. Il suit le bruit et tombe sur une pièce improvisée, couverte d'un rideau jaune. Lorsqu'il écarte le rideau pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, il entend un cri absolument horrifiant, glaquant, qui déclenche la réaction instinctive de lutte ou de fuite chez le youtubeur. Il s'enfuit immédiatement. Le cri continue pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'Urbex Hill sorte de l'espace privé de l'homme. Le youtubeur est visiblement secoué, courant dans les escaliers et tentant de quitter le bâtiment le plus rapidement possible. Il termine la vidéo en ajoutant un extrait de son exploration, montrant clairement un homme dans la zone sombre du bâtiment, traversant l'une des pièces. Cela laisse une atmosphère particulièrement tendue et ajoute au mystère de l'exploration, renforçant le sentiment de danger et l'inconnu qui accompagne souvent ce type d'aventure. Le pire cauchemar de tous les parents est devenu réalité pour ce couple néo-zélandais en 2017, lorsqu'ils se sont réveillés et ont découvert que leur nouveau-né avait disparu de son berceau. Seulement 11 jours après la naissance de leur bébé, ce couple néo-zélandais a vécu un véritable cauchemar en réalisant que leur fille avait été kidnappée. Heureusement pour eux, toute la scène avait été capturée par la caméra de surveillance de leur porte arrière, et les images étaient aussi terrifiantes qu'ils l'avaient redouté. La vidéo montrait une femme cagoulée s'introduisant discrètement dans la maison par la porte arrière. Quelques instants plus tard, elle réapparaissait avec le bébé dans ses bras et un sac rempli d'objets volés. Quelques heures après l'enlèvement et le cambriolage, la nounou du soir du couple a fait un scandale pour les alerter de ce qui s'était passé. La police a été immédiatement appelée, déclenchant une vaste opération de recherche. Heureusement, le bébé a été retrouvé sain et sauf en quelques heures et rendu à ses parents. L'enquête a ensuite révélé un rebondissement choquant. Le cerveau derrière l'enlèvement n'était autre que la nounou elle-même, celle-là même qui avait alerté les parents. Nadine Faye Manukau Tongiavaldo, âgée de 21 ans, travaillait pour le couple depuis seulement 3 jours. Elle s'était en réalité inventé une grossesse et mentait à sa famille depuis des mois, affirmant qu'elle et son petit ami attendaient un petit garçon. Elle était même allée jusqu'à organiser sa propre baby shower. Mais lorsque la date prévue de son accouchement est arrivée et qu'elle n'avait toujours pas de bébé, Nadine a inventé un nouveau mensonge, prétendant que son enfant lui avait été retiré. Désespérée de maintenir son illusion, elle a alors convaincu sa cousine de 19 ans, Sydney Tolopapa, de l'aider à reprendre son bébé. Selon les avocats, Sydney Tolopapa croyait réellement aider Nadine à récupérer son propre enfant. Finalement, Nadine a été condamnée à 3 ans de prison, tandis que sa cousine a été libérée sans condamnation. Les pièces secrètes et les passages cachés sont amusants dans les salles d'évasion ou les jeux vidéo. Mais dans de vraies maisons, sans contexte et avec des objets suspects, ça prend une tournure très différente. Prenons l'exemple d'une femme de ménage dans le nord de la Californie rurale, qui avait pour mission de rénover une maison au design très étrange, perdue au milieu de nulle part.
Ce qui a commencé comme un simple travail de nettoyage s'est transformé en un cauchemar lorsqu'elle est tombée sur plusieurs pièces secrètes dans la maison sur laquelle elle travaillait. Ne sachant pas comment gérer la situation, elle a partagé toute son expérience dans un groupe Facebook, en mentionnant des détails plutôt effrayants. Selon la femme de ménage, la maison, construite en 1941, appartenait à une seule famille jusqu'à ce qu'elle soit vendue au propriétaire actuel. Les parties visibles de la maison ne donnaient pas l'impression d'être hantées ou d'être une scène de crime. Certes, la décoration était chaotique et l'intérieur de la maison désordonné, mais rien ne semblait suspect jusqu'à ce qu'elle découvre la première pièce secrète. Elle était complètement dissimulée sous le plancher de la chambre principale, cachée derrière une porte clouée, lourdement massive. En l'ouvrant, elle a découvert un escalier menant à une pièce avec des lits superposés faits main et des matelas sales. Mais ce n'était pas le pire. La pièce contenait des armoires et un vieux poêle en bois avec des choses dedans, aussi suspectes que possible. Ce que la femme de ménage a trouvé dans le poêle était tellement perturbant qu'elle a immédiatement contacté les autorités. Elle n'a pas révélé ce qu'elle avait vu, mais certains spéculent qu'il pourrait s'agir de restes humains ou de quelque chose d'aussi sinistre, étant donné la rapidité avec laquelle la police est intervenue. Ce n'était pas la fin. D'autres pièces secrètes ont été découvertes dans le grenier, avec des lits superposés et des armoires similaires. Aucune de ces pièces ne disposait de plomberie ni d'électricité, ce qui ajoutait à l'atmosphère inquiétante. L'affaire a attiré l'attention en 2020, mais elle est depuis restée sans suite. Le message original sur Facebook comportait un commentaire glaçant d'un autre utilisateur, avertissant les autres de s'éloigner complètement de la propriété, étant donné que la région était connue pour être un point chaud d'activités suspectes et de cultes actifs. Ce qui a commencé comme une journée ordinaire à Delphi dans l'Indiana a pris une tournure tragique le 13 février 2017, laissant toute une communauté soudée, brisée et effrayée. Abigail Williams et Liberty German étaient deux adolescentes ordinaires avec de grands rêves et beaucoup à offrir au monde. Elles étaient les meilleures amies et étaient constamment vues ensemble. Comme tous les adolescents normaux, un après-midi du 13 février, Liberty et Abigail décidèrent de faire une courte excursion sur les sentiers locaux qu'elles connaissaient depuis leur enfance. Pendant leur petite aventure, les filles étaient surveillées par leur famille via les réseaux sociaux, ce qui montrait qu'elles étaient actives et publiées jusqu'à 15 heures. Malheureusement, lorsque le grand-père de Libby est allé les chercher à 16 heures, elles n'étaient toujours pas arrivées. Au début, leur absence ne déclencha pas trop d'inquiétude au sein de la famille, puisque ce n'étaient que des adolescentes et qu'un petit retard n'avait pas grande importance. Cependant, après un certain temps, sans nouvelles, elles furent déclarées disparues et une immense recherche fut lancée. Ce qui semblait être une disparition ordinaire d'adolescentes prit une tournure tragique lorsque malheureusement, les corps d'Abigail et Liberty furent retrouvés près du Monon High Bridge Trail dans les sentiers historiques de Delphi. Cela choqua complètement la communauté locale. La seule preuve dont la police disposait était une vidéo prise sur le téléphone de l'une des filles montrant un homme s'approchant d'elle en disant « Down the hill », en bas de la colline. Pendant des années, malgré des milliers d'indices et de témoignages, l'affaire resta sans solution. Cependant, l'enquête prit un nouveau tournant en 2022 lorsqu'un homme nommé Richard Allen fut arrêté. Allen, qui aurait été sur les sentiers le même jour que les filles, affirmait qu'il était là pour observer les poissons. Il portait des vêtements ressemblant à ceux de l'homme dans la vidéo, et un élément de preuve crucial le lia au crime. Une balle non utilisée de calibre .40 fut retrouvée près des corps des filles sur la scène du crime initial, et les enquêteurs réussirent à la relier à l'arme possédée par Allen. Des témoins ont également rapporté avoir vu son camion garé près des sentiers ce jour-là. Richard Allen fut finalement accusé des meurtres d'Abigail Williams et de Liberty German. La découverte d'une gigantesque poupée flottant dans le fleuve Rio Grande a laissé les habitants locaux et les internautes perplexes. Ce qui a rendu l'incident vraiment inquiétant, c'était l'état de la poupée. Elle était enveloppée dans un sac ressemblant à un cadavre et était étrangement disproportionnée. La poupée a été mentionnée pour la première fois dans un post Reddit.
L'auteur du post parlait des caractéristiques grotesques de la poupée et d'une apparition dans le feu où elle avait été brûlée. Les détails les plus perturbants étaient ses doigts osseux, ressemblant à des griffes, ses yeux gros et perçants, ainsi que sa bouche béante, lui donnant une apparence étrange et presque vivante. Ce n'était pas une poupée ordinaire. Naturellement, le post sur Reddit a déclenché une vague de théories. Certains penchaient pour l'idée surnaturelle, affirmant qu'il s'agissait d'un démon déguisé. D'autres suggéraient que c'était un accessoire pour un film d'horreur. Ce qui a poussé certains à penser qu'il s'agissait d'un accessoire, c'était la ressemblance frappante de la poupée avec Slappy, le personnage de la série Goosebumps. La poupée de cette série était une marionnette avec la même bouche béante et les mêmes yeux, bien que plus petite. Cela a amené beaucoup de gens à croire qu'il s'agissait soit d'une décoration d'Halloween, soit d'un accessoire de film d'horreur. Des théories plus pratiques ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un animatronique provenant d'une machine de voyante ou d'un accessoire d'illusionniste habituellement utilisé dans les cirques et les parcs d'attractions. Cependant, l'angle surnaturel concernant la poupée était le plus populaire sur Internet, alimenté par ce qui s'est passé après que la poupée a été retirée du fleuve. Les habitants mal à l'aise avec la poupée l'ont brûlée peu après sa récupération, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère. Certains ont prétendu avoir vu un visage dans les flammes, tandis que d'autres ont spéculé que l'acte de la brûler faisait partie d'un ancien rituel ou de sorcellerie propre à la région. Étrangement, la poupée est restée en grande partie intacte malgré le feu, conservant ses caractéristiques inquiétantes, un détail qui a même poussé les sceptiques à douter de son origine. Qu'il s'agisse d'un accessoire, d'un objet rituel ou de quelque chose d'autre, une chose est certaine, cette poupée est aussi effrayante qu'il se peut. En 2007, une femme de Sacramento, en Californie, a participé à un concours de radio intitulé « Hold Your Wii for a Wii ». Le concours, apparemment inoffensif, consistait à boire autant d'eau que possible pour avoir une chance de gagner une Nintendo Wii. Ce que le personnel de la station de radio ignorait, ou ne se préoccupait pas de rechercher, ce sont les dangers liés à la consommation excessive d'eau. Ce qui semble inoffensif, voire bénéfique, peut rapidement devenir une menace pour la vie s'il est exagéré. Boire trop d'eau peut provoquer une intoxication à l'eau, ce qui peut entraîner un gonflement du cerveau et, dans de rares cas, la mort. Malheureusement pour Jennifer Strange, elle est devenue l'une de ses rares victimes. Fan fidèle de la station de radio ayant organisé le concours, cette femme de 28 ans y a participé dans l'espoir de gagner une Nintendo Wii pour ses 3 enfants. Les participants recevaient de petites bouteilles d'1 demi-litre à boire, et Jennifer a réussi à consommer environ 2 gallons d'eau pendant l'événement de 3 heures. Tout au long du concours, Jennifer se plaignait de douleurs abdominales sévères et de malaise. Mais les DJ ont tourné cela en dérision. Le concours s'est terminé avec elle à la 2e place, gagnant des billets pour un concert de Justin Timberlake. Tragiquement, quelques heures plus tard, Jennifer a été retrouvée sans réaction dans sa baignoire. Jennifer Strange est décédée en janvier 2007 d'une intoxication à l'eau, laissant tous ceux qui la connaissaient dévastés et le cœur brisé. Sa famille, compréhensiblement furieuse, a immédiatement poursuivi la station de radio pour son imprudence. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, des détails encore plus perturbants ont été révélés. Les procédures judiciaires ont révélé que la station et son personnel avaient été avertis à plusieurs reprises des dangers du concours. Des auditeurs avaient même appelé la station pendant le concours pour les mettre en garde contre les risques potentiels, mais leurs avertissements avaient été ignorés. Those people that are drinking all that water can get sick and possibly die from water intoxication. Yeah, we're aware of that. They signed releases, so we're not responsible. Les DJ ont été entendus à l'antenne disant que les participants avaient signé des décharges, de sorte que la station n'était en aucun cas responsable. Un moment particulièrement glaçant de l'événement montre un DJ plaisantant. « Votre corps est composé à 98% d'eau. Pourquoi ne pourriez-vous pas en ingérer plus ?» Pour aggraver les choses, Jennifer n'avait pas été informée des risques potentiels avant de participer. La famille de Jennifer a poursuivi la station pour négligence manifeste et a finalement gagné leur procès. Mais aucune victoire en salle d'audience n'a pu effacer la perte dévastatrice d'une mère et d'une fille,
emporté par ce qui aurait dû être un concours innocent. Philipp Schwab, un homme de 33 ans souffrant de troubles mentaux graves, a été arrêté après que la police a découvert le corps brutalement assassiné de sa petite amie, Kaylin Bleu, enterrée dans une fosse peu profonde dans son jardin. Le 23 juin 2019, la police a été appelée chez Schwab pour une vérification de bien-être demandée par les amis et la famille de Bleu, qui étaient inquiets de sa disparition soudaine du travail et de l'absence de contact, craignant le pire. À leur arrivée, les policiers ont été conduits directement dans le jardin, où Schwab leur a montré une fosse peu profonde récemment creusée dans un parterre de fleurs. Les policiers avaient également remarqué du sang éclaboussé à l'intérieur de la maison, confirmant leurs soupçons que ce n'était pas une simple vérification de bien-être. Kaylin Bleu était connue de ses proches comme une femme gentille et optimiste. Un jour avant son meurtre, elle avait partagé un statut Facebook joyeux et optimiste, affirmant qu'elle était heureuse de passer la soirée chez elle. En contraste total avec cela, le post de Schwab le même jour dépeignait une image horrifique, complètement opposée à celle de Kaylin. Il avait publié des dizaines de messages faisant allusion au meurtre, dont la plupart étaient totalement dérangés et sans remords. « Elle mérite quelque chose de plus rapide », écrivait-il dans un de ses posts. Les rapports ont révélé les détails macabres du meurtre. Au milieu de la nuit, Schwab a attaqué Bleu pendant qu'elle dormait, lui enfonçant un couteau dans le cou. Malgré ses tentatives pour se défendre ou s'échapper, elle a été poignardée à plusieurs reprises avant de succomber à ses blessures. Schwab a ensuite enterré son corps dans le jardin et a tué leurs 2 chiens, jetant leurs restes dans une poubelle. Lorsqu'on lui a demandé quel était le mobile, Schwab semblait ne pas avoir de raison solide. Il a dit que Bleu avait l'habitude de bouger violemment dans son sommeil et l'avait frappé plusieurs fois cette nuit-là, ce qui l'aurait peut-être irrité au point de commettre l'impensable. Étant donné la brutalité du crime et le statut de la peine de mort en Idaho, beaucoup s'attendaient à ce que Schwab reçoive la peine maximale. Cependant, il a été diagnostiqué plus tard avec le syndrome de DeGeorge, un trouble génétique rare lié à des problèmes de santé mentale graves. Ce diagnostic lui a finalement évité la peine de mort et il a été condamné à 25 ans de prison.